Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie, comme tous les samedis en direct, le libre journal des controverses. Je salue Arnaud à la technique. Arnaud, notre Steven Spielberg national, il est présent tous les samedis. Je salue bien entendu Patrice, l'homme à la plus belle écriture de Radio Courtoisie. Il est là pour vos commentaires et je sais qu'ils seront nombreux aujourd'hui. J'ai une pensée pour mon prédécesseur Nicolas Stocker et Lara Stam du Libre Journal de Géopolitique Profonde. Ils n'ont pas pu être là, ils sont en deuil, je vais le dire, ils m'ont donné l'autorisation de le dire. Justement, ils veulent que j'en parle. Ils ont eu leurs deux chats assassinés au cyanure. Voilà ce que dorénavant il se passe dans ce pays lorsque vous dénoncez des choses, voilà, assassinés au cyanure. C'est hallucinant. On a des morts suspectes, des suicides suspects. On a justement entendu une rediffusion de l'émission avec Eric Denessé qui est décédé lui aussi d'une façon suspecte. Voilà, ce fameux suicide. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce que donnera l'enquête? Visiblement, pour l'instant, pas grand-chose. Parmi certains qui dénoncent, beaucoup se retrouvent dorénavant en prison, devant le juge. Et puis maintenant, on s'attaque à leurs animaux de compagnie. Ce sont des avertissements, visiblement. C'est la Nouvelle-France. Et puis on censure aussi, on veut faire taire et on veut que des médias qui ont plus de 80 ans d'existence disparaissent. C'est le cas aussi pour Rivarol, dont le patron est notre ami Jérôme Bourbon. Il est avec nous et je le dis, je lance cet appel, il faut sauver Rivarol, car lorsqu'un journal meurt, c'est une partie de notre âme aussi qui meurt. Et on ne peut pas laisser les journaux mourir. Bonjour cher Jérôme Bourbon. Bonjour Mike, bonjour à tous, merci de m'inviter à Radio Courtoisie. C'est d'autant plus précieux que c'est rare. Et donc je vous en remercie. Moi ça me fait très très plaisir de vous avoir ici en plateau. Et en effet, je n'exagère pas, Rivarol est en danger de mort. Eh bien, en effet, depuis 3 ans que nous avons perdu l'agrément de la commission paritaire après une campagne de presse et sur les réseaux sociaux extrêmement efficace, si j'ose dire, eh bien, évidemment, cela crée de manière tout à fait artificielle, mais bien réelle pour autant, des difficultés, puisque la perte de l'agrément de la commission paritaire a conduit au triplement de nos tarifs postaux, au décuplement du taux de TVA et au fait que nous sommes maintenant pourchassés, interdits de vente dans un certain nombre de points de vente de la presse, tout particulièrement dans des supermarchés, des hypermarchés, des gares. Et j'avais écrit à l'époque, lorsque il était question de nous supprimer l'agrément de la commission paritaire, ce qui a été fait le 4 mai 2022, j'avais dit... j'avais écrit une lettre à la présidente, Madame Laurence Franceschini, présidente de la CPPAP, commission paritaire des publications, agences de presse, et je lui avais dit Odi Emiki Krastibi. Aujourd'hui, c'est nous, demain ce sera le tour d'autres publications. C'est ouvrir la boîte de Pandore, lui avais-je écrit, et en effet, puisque là, en 2022, c'était Rivarol. En 2024, c'était France Soir. Et là, j'ai appris récemment que c'est la Furia, le trimestriel de Babacito, Meursault, Oberton, qui a également perdu la commission paritaire au nom de l'incitation à la haine raciale. François, c'était pour mise en danger de la santé d'autrui, ce qu'ils avaient interviewé le professeur Raoult, d'autres personnalités assez hostiles à la politique sanitaire et vaccinale au moment du Covid. Et donc, on voit très bien que c'est sans fin, quoi. Mais nous, effectivement, on a été les premiers à être éliminés, si j'ose dire, de la commission paritaire. Mais il est évident qu'à partir du moment où on introduit des éléments politiques, idéologiques et non plus simplement techniques, c'est-à-dire un hebdomadaire qui, par définition, doit paraître toutes les semaines, doit être d'information politique et générale, à partir du moment où on introduit un élément idéologique, il n'y a plus de limite, si vous voulez, on peut interdire tous les gens qui vous déplaisent. Et compte tenu des lobbies puissants et nombreux qui imposent une
devient de plus en plus compliqué. Justement, d'ailleurs, Rivarol, je ne vais pas dire qu'il passe entre les gouttes, mais en tout cas n'était pas ennuyé avant, il y a quelques années. Et depuis, enfin moins en tout cas qu'aujourd'hui. Et là, vraiment, là, ils vont venir jusqu'à l'interdiction. On a toujours eu des procès, puisqu'on a le record de procès et de saisie sous la Ve République. Hein. C'est une médaille. Combien de procès? C'est une médaille dont nous sommes assez fiers. Là, j'ai une dizaine de procès en cours, mais enfin, dans notre histoire, on a dû avoir plus d'une centaine, hein, en l'espace de 75 ans d'existence, qu'on doit commémorer nos 75 ans dans 6 mois, en janvier 2026, ce qui n'est pas rien pour une publication papier, avec une publication ininterrompue, donc depuis 3 quarts de siècle. Oui, donc il y a eu une aggravation, si vous voulez, effectivement, de la répression, de l'hostilité à notre rencontre, singulièrement depuis 3 ans. En effet, ça avait été la suite d'une tribune libre qui avait paru dans le journal Le Monde le 7 mars 2022, où il y avait notamment Serge Klarsfeld, le président de la LICRA, le président de SOS Racisme, et d'autres personnalités de cet acabit, qui avaient demandé que le journal Rivarol ne bénéficia plus de l'agrément de la commission paritaire. Hein, et donc, on nous a expulsés des registres de la CPAP. Mais vous avez tout à fait raison, il y a un certain nombre de collectifs qui souhaitent même qu'on soit interdit, purement et simplement que le titre lui-même soit interdit, et qui le demande instamment, qui est la justice, qui est au pouvoir public. Voilà. Donc, et après, on dit qu'on vit dans un pays de liberté. Enfin, ça dépend quelle liberté. Libération a le droit, par exemple, de publier des tribunes favorables à la pédocriminalité. Ils n'ont jamais été inquiétés pour cela. Par contre, Rivarol, qui dénonce les mesures sanitaires, là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'eux, ils sont de gauche, nous, on est de droite. Une droite nationaliste, contre-révolutionnaire, catholique, traditionnaliste. Donc, évidemment, on est dans le collimateur. Vous savez, la contre-révolution et le catholicisme sont aujourd'hui en République ce qu'il y a de plus, je ne vais pas dire controversé, mais de plus transgressif. Oui, en effet, on le voit bien, puisque de toute façon, on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Si on dénonce la transsexualité, le fait que devant nos enfants, maintenant, il y a des groupes qui encouragent à cela, mais hélas, avec une certaine efficacité, on nous dit vous êtes transphobe, qui est un délit passible d'un an de prison ferme et de 45 000 € d'amende. Si on dénonce la gay pride et toutes les folies liées au lobby LGBT, on nous dit vous êtes homophobe, délit également passible d'un an de prison ferme et de 45 000 € d'amende. Si on est opposé à l'immigration de masse, au grand remplacement, au grand effacement de notre histoire, de notre pays, de nos racines, on nous dit vous êtes xénophobe ou raciste, loi Pleven, on peut être condamné jusqu'à 1 an, et même dans certains cas jusqu'à 5 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende. Et si on dénonce les crimes de masse qui ont lieu à Gaza, et entre autres, on nous dit qu'on est antisémite. Hein, et donc là, évidemment, c'est aussi un délit. Voilà. Ou si on n'est pas, ou si on met en question l'histoire officielle sur la Guerre mondiale, eh bien également c'est un délit, la loi Guesso, 1 an de prison ferme, 45 000 € d'amende. Par conséquent, on est dans un pays où on ne peut plus rien dire finalement, et que même ce qu'on apprenait autrefois, et ce que certains apprennent encore dans le catéchisme, eh bien simplement, ou dans la Bible, eh bien simplement le fait de dire cela, on peut être condamné en fait. Hein, voilà, tout ce qui a lieu, tout ce qui correspond à la défense de la famille traditionnelle, de la morale naturelle, eh bien aujourd'hui, en République, comme vous dites très justement, est devenu un délit. Hein, voilà. Et puis même au sein de l'Église catholique, hein, Vatican II étant passé par là, on peut dire que on a une forme de, je dirais, de protestantisation du catholicisme. Oui, puis aussi une soumission à la synagogue. Hein. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Il faut cocher toutes les cases, si j'ose dire. Je pense que les deux sont liés. Oui, les deux sont liés. Maurras l'expliquait très bien, d'ailleurs. Et en effet, ce que nous vivons depuis près de 70 ans maintenant avec Vatican II, effectivement, est une catastrophe, hein, qui a conduit, même si les causes sont multiples, mais il est évident que Vatican II est un des éléments très importants de la déchristianisation. Je le lisais dans un sondage récent, je crois pour la publication La Vie, que 60% des Français aujourd'hui se disent athées. Pas simplement indifférents religieux, pas simplement agnostiques, ce qui est déjà beaucoup, carrément athées.
hein, dans un Ce pays. qui est un drame. Oui, parce que les conséquences, elles sont considérables, hein, pour la famille, pour la nation, pour le travail. Je dois dire qu'aujourd'hui, à chaque fois que j'aime bien un petit peu parler avec les gens autour de moi et tout ça, parce qu'on apprend beaucoup, hein, de leur expérience, etc. Et on me dit, au travail, par exemple, c'est une catastrophe. Trouver des jeunes aujourd'hui qui sont sérieux, qui sont capables de se lever le matin, qui dans la durée vont faire un travail, c'est une catastrophe. J'ai interrogé des peintres, des restaurateurs, des décorateurs, etc. Tous me disent c'est la catastrophe, quoi. Donc, si vous voulez, on est une société qui est sans famille, sans patrie et sans travail aujourd'hui. Voilà, hein. Donc, le travail, je l'ai dit, la famille, bon, c'est un désastre, hein. Il suffit de regarder autour de soi, c'est un désastre. Et d'ailleurs, on voit très bien que même le taux de natalité ne cesse de se réduire. Il faut dire aussi que tout est fait pour que les gens ne fassent plus d'enfants, hein. Avec le catastrophisme écologiste, on va tous mourir, les banquises vont fondre, on va être noyés, tout ça, etc. Alors que, comme l'expliquait très bien le coruscant professeur Jean-Claude Martinez, hein, vous prenez un verre, vous mettez de l'eau dans un verre, vous ajoutez un glaçon, quand le glaçon fond, l'eau ne monte pas. Hein, voilà. Donc, si vous voulez, toutes ces prétentions pseudo-scientifiques pour faire peur aux gens, c'est grotesque. Hein, voilà. Bon. Justement, quels sont les grands combats au sein de la rédaction ce que vous écrivez sur Rivarol, quels sont vos grands combats, les grands thèmes sur lesquels vous écrivez? Eh bien, d'abord, je crois que Rivarol est très attaché, et on est peut-être quasiment une exception dans la presse papier aujourd'hui, c'est que nous sommes très attachés à une tradition polémique et pamphlétaire, qui a eu en France pendant longtemps ses lettres de noblesse, dans toutes les composantes de l'échiquier politique d'ailleurs, mais aujourd'hui, compte tenu des lois mémorielles, des lois dites antiracistes, on ne peut plus rien dire, hein, quasiment comme je le disais, sur toute une série de sujets, et nous on essaye quand même de conserver autant que faire se peut cette liberté. Donc c'est pourquoi on aime aussi, d'ailleurs, ce que j'apprécie beaucoup chez Jean-Marie Le Pen, la liberté de parole, les calembours, aussi l'humour. L'humour, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il est beaucoup plus à droite qu'à gauche. Bon, donc il y a. C'est vrai qu'ils n'ont pas d'humour à gauche. Ils n'ont pas d'humour. C'est pas très drôle en plus. Non. D'ailleurs, même des humoristes de qualité, c'est rare, hein, aujourd'hui. Hein. Quand on voit ce qu'on avait autrefois, moi je suis étonné, si vous voulez, de l'effondrement général, du règne de la médiocrité. C'est vraiment aujourd'hui le règne de l'absence, du néant, du vide et du chaos, hein, dans tous les domaines. Hein, sur le plan intellectuel, culturel, spirituel, c'est effrayant. Alors donc, pour répondre pleinement à votre question, premièrement, oui, donc il y a une tradition polémique et pamphlétaire, et il y a le fait qu'on n'a pas de tabou. C'est-à-dire qu'on aborde tous les sujets, y compris ceux qui sont, il est vrai, un peu risqués ou périlleux sur un plan judiciaire, mais qui nous paraissent fondamentaux et vitaux. Voilà, que ce soit donc, bien sûr, la question évidemment de l'immigration et du remplacement, bien sûr, vous le disiez très justement, la question de la tyrannie sanitaire et vaccinale, mais également ce que vous disiez aussi, l'occupation dans l'Église, le modernisme dans l'Église, la question de la franc-maçonnerie, du sionisme, ce qu'on appelait autrefois la question juive, le révisionnisme historique. C'est vrai qu'on est sans tabou et sans filtre. Voilà. Vous n'êtes pas comme les autres grands médias papier du système qui ne font que des copier-coller AFP. D'ailleurs, il n'y a plus de plumes dans les médias du système. Vous avez tout à fait raison. Avant, on lisait un journal pour telle plume. Tiens, telle plume, tel écrivain, là, tel polémiste. Écrit avec AFP. Voilà. Je crois que Rivarol, c'est encore un peu un des rares où, tiens, les gens ont dit, tiens, nous on aime bien François-Xavier Rochette, nous on aime bien la chronique de Spiller, ou la chronique d'Hannibal, ou l'éditorial, ou telle autre rubrique. Et ça, je crois que c'est presque une exception aujourd'hui dans la presse écrite, où finalement, il y a des lecteurs qui me disent, bah tiens, on aime telle rubrique, on va d'abord voir telle plume, tel journaliste, tel polémiste. Et effectivement, c'était ce qui était, vous avez tout à fait raison, tout à fait le cas dans la presse écrite, quelle qu'en soit d'ailleurs la tendance, l'orientation politique naguère. Hein, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Et je crois que Rivarol, c'est une exception parce que, me semble-t-il, il y a encore une colonne vertébrale, il y a encore des convictions pleines et entières, il y a encore des certitudes inentamées et qui sont fondamentales pour donner un sens au combat et à la vie. Bien sûr. Alors, cher Mike, heureux d'entendre Jérôme Bourbon sur Courtoisie. Enfin, courage. C'est la deuxième fois. Je précise, c'est la deuxième fois ici, avec moi. Oui, c'est pourquoi il faut vous remercier à 2 reprises. Voilà, à 2 reprises. Il faut bisser en quelque sorte les applaudissements. Ah oui. Pour détail, je veux dire, un prêtre de mes amis n'a même pas le droit de dire que la SO1 est un péché. Bon, je vais pas être... Voilà, donc... hallucinant, oui, même ça, on ne peut plus le dire. Non, mais moi je suis frappé de voir, moi j'ai 52 ans et toutes mes dents, et je dois dire que j'ai vu depuis mon enfance et ma jeunesse le recul incessant et qui d'ailleurs s'accélère de manière vertigineuse, de manière hallucinante,
reprendre un mot que vous aimez même bien. à droite. Hein, même à droite. De toute façon, aujourd'hui, la droite, c'est une droite courbée, une droite couchée, une droite horizontale. Et donc avec ça, on va pas loin. Hein. Pour le coup, elle est très horizontale. Hein. Très et ça, horizontale, c'est vraiment un drame. C'est dramatique, c'est dramatique. Dramatique. C'est dramatique parce que il y a une forme d'autocensure qui est enregistrée, qui est intériorisée, liée au terrorisme intellectuel de la gauche. Ou des gauches. Vous savez, moi, surtout chez les jeunes, moi, ce qui me dépasse, c'est qu'à droite, nous avons, parmi les identitaires et tous ces gens, des antichrétiens, des païens. Alors là ça c'est nouveau. Je ne pensais pas vivre dans ma vie un retour des païens. Et nombre de garçons qui préfèrent les garçons, etc. Enfin, vous comprenez. Enfin, c'est quand même hallucinant. Comment est-ce qu'on peut reprendre un pouvoir? Comment est-ce qu'on peut, par la contre-révolution, reprendre un pouvoir lorsque parmi les troupes qui sont théoriquement à nos côtés, nous avons ce type de profil? C'est pas possible. Vous avez raison et je crois que c'est la raison pour laquelle il convient de parler à la fois à l'intelligence et au cœur des gens. Vous voyez, je prends un exemple, je pourrais en prendre d'autres, mais lorsque, par exemple, on combat l'avortement, et on a raison de le combattre, il le faut. Lorsqu'on combat l'euthanasie, le suicide assisté qu'on veut nous imposer, et il faut le combattre, et on a raison de le faire. Il ne suffit pas de rappeler les principes, parce qu'on ne convainc que les gens déjà convaincus, ce qui n'est certes déjà pas rien, mais si on veut essayer de convaincre des gens qui ne le sont pas, il faut essayer de toucher les intelligences et les cœurs, et expliquer, par exemple, s'agissant de la question de l'avortement et de l'euthanasie, que il n'y a pas de plus belle chose au monde que de mettre un enfant au monde, hein, et de le voir grandir, de le voir peu à peu vous savez que parmi acquérir un certain nombre de savoirs et de savoir-faire. Vous savez, cher Jérôme, parmi les jeunes qu'on appelle aujourd'hui influenceurs de droite, dits identitaires, eh bien, ils font des vidéos pour expliquer aux jeunes comment l'avortement c'est bien et comment l'euthanasie c'est bien aussi et pourquoi ce sont des progrès sociétaux. Vous parlez d'influenceurs de droite, là? Ah oui, oui. Je pensais quand même pas que c'était à ce point-là. Ah si. Ah bon. Si. Et donc, moi, ça me désole. Hein. Ça me met vraiment... Et je vous le dis, de plus en plus, je vois des jeunes qui se disent de droite, qui renient le catholicisme. Je veux quand même leur rappeler que la création de la France, c'est Clovis, le baptême de Clovis par Saint Rémy en 487. Enfin, c'est quand même important. Donc le catholicisme doit avoir une forme de prédominance dans ce pays, mais pourtant, ils le rejettent. Et en fait, ils n'ont juste qu'une vision raciale, c'est-à-dire de dire, ah voilà, nous les Blancs, on doit survivre. Mais alors, pourquoi pas? Mais ce n'est quand même pas assez dans un corpus intellectuel. D'abord, je crois qu'il faut essayer de vivre en cohérence avec ses convictions. Encore faut-il avoir des convictions, en effet. Et puis, je vous le disais, je crois qu'il faut essayer de parler au cœur des gens, essayer de leur faire comprendre à quel point l'euthanasie, c'est, par exemple, pour ne parler que de ce sujet, c'est quelque chose d'abominable. Parce que ce qui fait la beauté de l'être humain et de la vie en société, c'est précisément la solidarité et la charité et l'entraide entre générations. Et je prenais cet exemple rapide. Il est évident que lorsque une mère de famille veille sur son bébé, son nourrisson, qu'elle va le border la nuit, qu'elle va le réveiller le matin, eh bien cet enfant deviendra grand et sa mère, lorsqu'elle-même deviendra âgée, eh bien c'est lui qui a celui à qui on aura appris à marcher, eh bien servira en quelque sorte de canne à sa vieille maman et un jour sur son lit de mort lui fermera lui-même les paupières après l'avoir réveillé et après avoir bordé son lit également. Et ça, oui, qui est très beau, c'est que finalement on a besoin les uns des autres, hein. Nous ne sommes rien pour nous-mêmes et c'est l'interdépendance entre générations qui existe aussi à l'intérieur d'un couple, à l'intérieur de la famille, qui fait la beauté, l'effort, le sacrifice, l'amour en commun, les moments partagés ensemble, pleinement vécus, les grandes tablées où l'on rit, où l'on exprime aussi ses peines, ses joies, ses attentes, ses échecs, la prière en commun, le chant en commun, voilà, toutes choses qui sont quand même magnifiques et c'est ça qui, me semble-t-il, fait la grandeur et la beauté de la vie. Sans même parler évidemment du spectacle de la nature, qui de nature à nous émerveiller. Donc il faut revenir, si vous voulez, au sens du réel et à des choses simples, belles, et qui sont nature, je crois, à toucher les gens. Il faut toucher les cœurs en disant la vérité, parce que nous sommes faits pour cette vérité humble, simple, pénétrante, que nous devons défendre.
Évidemment, on doit aussi rouvrir les yeux à nos jeunes sur le sacré. Parce que de toute façon, l'être humain croit, il croit toujours dans quelque chose, et s'il ne croit pas dans le sacré du Christ, par exemple, eh bien il croira dans le sacré du capitalisme. Et ça, c'est le gros problème. Et je pense que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui se perd à ce niveau-là. Dorénavant, elle ne croit que dans le consumérisme, dans le capitalisme mondialisé, la globalisation. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces jeunes dans 10, 15, 20 ans? Il est vrai que tout est fait pour faire en sorte que nous n'ayons plus de racines, plus de convictions, plus de traditions. Et il est vrai que si l'on devait peut-être définir en quelques mots ce qu'est aujourd'hui notre société, il me paraît qu'elle est essentiellement vulgaire. Vulgarité des tenues vestimentaires, du langage, des comportements, des mœurs, des attitudes. C'est effrayant à voir. Hein. Lorsque on entend par exemple dans les métro, dans la rue, même des jeunes filles utiliser un vocabulaire de charretier, enfin multiplier des grossièretés, des vulgarités les plus effrayantes, quelle tristesse. On n'a pas envie, me semble-t-il, de multiplier les galanteries à l'égard de ces demoiselles, hein, et souvent qui sont habillées en plus de façon absolument effrayante. Oui, il est vrai que de voir cette décomposition de la société qui ne cesse de s'accélérer, de s'aggraver, de se généraliser. Effectivement, c'est quelque chose d'assez déprimant, mais il faut garder l'espérance, et c'est pourquoi il faut garder les principes. Mais comment on peut faire, nous, parce que c'est aussi notre travail, nous, de permettre à ces jeunes, peut-être que ces jeunes ont besoin aussi d'exemples, Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme vous le dites excellemment, je crois que d'abord il faut donner l'exemple. Alors, nous sommes tous pécheurs et imparfaits, c'est bien évident, mais ça n'empêche pas d'essayer de donner l'exemple quand même, voilà. Et donc d'essayer de vivre autant que faire se peut en cohérence avec les idées, les positions, les convictions, les certitudes que l'on défend et que l'on développe. Voilà, donc si vous avez une dite patachon, c'est difficile après de parler de fidélité aux principes, de fidélité. Voilà, je crois que la fidélité, l'engagement, la permanence, aujourd'hui tout est instable. Dans une société du mouchoir jetable, tout est évanescent, tout est temporaire, on change sa vie, on refait sa vie, comme si on avait plusieurs vies, comme dans les jeux vidéo, on se transforme, on se grime, maintenant même, on change qui d'orientation sexuelle, comme on dit aujourd'hui, qui même d'identité sexuelle. Vous vous rendez compte qu'on atteint l'individu dans son intimité, aujourd'hui même la plus profonde, hein. C'est quelque chose d'absolument effrayant. Et je dois dire que tous ces gens qui font ces opérations chirurgicales, en général, ça finit au mieux par des dépressions très profondes, au pire par des suicides. On ne le dit pas, ça, on ment. C'est vraiment le père du mensonge qui mène le bal aujourd'hui. Bien sûr, mais pas que des suicides. J'ai reçu des gynécos, des obstétriciens, nombre de médecins aussi, des chercheurs, qui justement parlent de ces fameuses transitions, voilà encore de la novlangue, la transition. Et il faut savoir qu'on les gave de médicaments, de bloqueurs de puberté. Tout à fait. À partir d'avant l'adolescence même. C'est effrayant. De bloqueurs de puberté. Et toute cette chimie, ce n'est pas neutre. Évidemment. Ce n'est pas neutre. Et donc, beaucoup meurent à des âges où normalement on ne doit pas mourir. Si on nous avait dit il y a encore ne serait-ce que quelques décennies qu'on en serait là aujourd'hui, on ne le croirait pas. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de limite au mal. Hein, qu'on creuse sans cesse. Hein. Quand on arrive au fond de la piscine, on continue à creuser. Et c'est la raison pour laquelle le mal est à ce point profond aujourd'hui que la meilleure chose qu'il nous reste à faire, me semble-t-il, c'est d'essayer justement de vivre en cohérence, autant que faire se peut, avec les pratiques, d'abord de les défendre, de les rappeler, de les illustrer, et d'essayer de toucher les intelligences et les cœurs, tout en sachant que bien sûr, on ne touchera pas les masses, mais on peut toucher quelques personnes, quelques individus, ici ou là, et c'est toujours ça de gagner. Voilà. Mais vivons-nous l'époque de l'arrivée de l'Antéchrist? Je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, nous vivons dans une période à la fois apocalyptique et antéchristique, à n'en pas douter. Quand on voit quelque chose comme Vatican II, c'est un événement absolument hallucinant. Et toutes les conséquences que l'on voit depuis plusieurs décennies s'agissant de cet événement funeste. Mais je dirais même avec tout ce qu'on nous prépare maintenant, avec le transhumanisme, je l'ai dit, vous en avez parlé aussi, avec le lobby LGBT, c'est quelque chose qui est absolument effrayant. Et puis, si vous voulez, le fait aussi qu'on est totalement maintenant dans le virtuel. Hein, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a eu des drames récents de jeunes hommes, notamment,
qui étaient en permanence dans le virtuel, dans les jeux vidéo, qui ont commis des crimes. Par la suite, il y a eu quelques cas, notamment dans l'Essonne, et d'autres encore à Saint-Jean-de-Luz, il y a 2 ans, si je ne m'abuse. Eh bien, de plus en plus, je pense qu'on va avoir des barbares devant leur ordinateur, finalement, ou devant leur téléphone portable, leur tablette, leur clavier, et c'est dramatique, finalement. C'est non seulement l'ère du vide, mais, si vous voulez, on vit non seulement la civilisation, ce qui est un bien gros mot, de la désincarnation, mais je dirais même d'une contre-incarnation. C'est Satan qui construit en quelque sorte un monde où Dieu n'est plus finalement, et où il n'y a plus aucun des principes immuables qui ont fait la France, qui ont fait l'Europe, qui ont fait notre civilisation, je dirais presque qui ont fait le monde finalement, parce que j'ai l'impression que le mal il est planétaire, même s'il est peut-être encore plus frappant en Occident qu'ailleurs. Alors, une auditrice nous écrit « Nous sommes dans le dévoilement du 3e secret de Fatima selon Malachi Marin. Quand l'homme en noir disparaît mais que Luc Besson sort le film Dracula, il n'y a pas qu'une coïncidence. Lisez les signes des temps. » Le 3e secret de Fatima. Oui, effectivement, nous vivons des temps apocalyptiques, et il est vrai que l'apostasie générale, la perte de la foi, c'est pire que l'engloutissement d'un continent entier. On en voit les conséquences même au sein de la famille. Il n'y a quasiment plus de famille aujourd'hui. J'ai déjà eu l'occasion de dire, au risque de me répéter, que j'ai été récemment à des obsèques d'un oncle qui venait de disparaître, et j'ai pu retrouver d'anciens condisciples de classe comme ça à cette occasion, et j'ai été frappé de constater que tous avaient des situations absolument catastrophiques sur le plan matrimonial. Des enfants de 3-4 lits différents, des violences conjugales, des situations absolument hallucinantes, alors qu'on a été élevé plus ou moins de la même manière. Ce sont des quinquagénaires comme je le suis, et là on est dans la province profonde, on ne peut pas dire que c'est uniquement des grandes villes, etc. C'est effrayant. Moi je me rappelle quand j'étais au collège encore, tous mes condisciples, tous mes camarades avaient un père et une mère, mariés en général à l'église. Bon, il n'y a pas toujours forcément beaucoup d'enfants, mais en tout cas, voilà, il y avait quand même encore une certaine stabilité. Ça, je vous parle de ça il y a une quarantaine d'années, en province. Aujourd'hui, c'est inimaginable. Même dans les villages les plus reculés de la France profonde, c'est fini. Il faut dire aussi qu'il y a l'effet très négatif des séries télévisées, de la télévision, et puis, encore une fois, la perte de la foi. Il est bien évident qu'à partir du moment où les gens ne savent plus qui ils sont, d'où ils viennent et où ils vont, il est bien évident qu'ils sont la proie de toutes les manipulations, de toutes les machinations, et quel est encore le sens qu'ils peuvent donner à leur vie. Il est certain qu'à partir du moment où on arrive à enlever Dieu de la conscience des individus, des institutions, du cœur des hommes et de leur cerveau, eh bien, les conséquences, elles sont incommensurables. Et on le voit de plus en plus, et on le verra de plus en plus. C'est évident. Et ça touche tout le monde. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, est parti en croisade justement contre ces effets de la transition, parce que ce monsieur a quand même de nombreux enfants, et parmi ses enfants, son fils est devenu un transgenre. Tout à fait, oui. Et il explique comment l'idéologie transgenre a détruit la vie de son fils. Il parle même de tuer. Ils ont tué mon fils. Oui. Enfin, je crois que lui-même a appelé plusieurs de ses enfants X ou oui, bon, c'est vrai qu'il est un peu bizarre quand même. Mais il est quand même assez bizarre. Oui, c'est vrai qu'il est bizarre. Je pense qu'il a sans doute sa part de responsabilité. C'est pas faux. Puis en plus, il a des enfants de lits différents. Enfin, ça n'est pas un exemple à suivre. Oui, c'est pas faux. Un exemple de vertu. Mais malgré tout, lui-même a fini quand même par ouvrir un peu les yeux et devant le désastre, oui. Voilà. C'est sûr qu'à un moment donné, quand le désastre est total, il y a un certain nombre de gens qui finissent par ouvrir les yeux. Malheureusement, il est souvent très tard. Mais il est vrai que tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, et qu'il n'est jamais trop tard, tant que nous ne sommes pas morts, pour se redresser et aller dans le droit chemin. C'est évident. Mais c'est sûr que le phénomène du transgenre, c'est catastrophique. Je déjeunais récemment avec un monsieur qui est de naturel optimiste et qui me disait « Mais c'est tellement aberrant, ces histoires LGBT, que ça n'a pas duré. » Et ajoutait-il très naïvement, selon moi, dans 10 ans, c'est fini. Moi, je crois je crois pas du tout. Je crois pas du tout, je crois le contraire. Parce que je crois qu'au contraire... C'est que le début. Que c'est que le début. Compte tenu je dirais, du matraquage qu'il y a sur ces questions. Et puis, c'est faire fi du péché originel. Hein. Qu'est-ce que vous voulez avec le péché originel, on peut aller très loin dans le désastre. Écoutez, j'étais, il y a, je crois, 3 ou 4 samedis de cela, au siège de l'Action française, qui est dans le centre de Paris, du côté de la rue de Rivoli. Enfin, une rue qui coupe la rue de Rivoli. Rue de la Croix des Petits Champs. C'est ça.
Et à la sortie du métro, que vois-je? La Gay Pride, parce que la Gay Pride commençait à cet endroit-là. Tout un symbole. Vous imaginez Maurras voyant cela de sa fenêtre. C'est inimaginable. Je crois qu'il aurait une crise d'apoplexie. C'est vrai que si des poilures revenaient, j'y pense souvent à ça, et si des poilures revenaient, que on les mettait au milieu de la Gay Pride ou à proximité de la Gay Pride, et ils seraient effrayés. Ils se demanderaient ce qui se passe, quoi. Voilà. Et donc, cela permet de mesurer, entre autres, à quel degré de décadence et même de putréfaction, de décomposition on est arrivé. Mais c'est effrayant. Cette manifestation n'était pas marginale. Il y a de plus en plus de monde. D'année en année, il y a de plus en plus de monde. Mais oui. Ce sont des masses entières. Des masses entières. Absolument. Qui défilent. Et très jeunes en général, et très blanches. Aussi. Ça noté. Sommes-nous, est-ce que nos jeunes sont rentrés de plein-pied dans la décadence? Tout est fait pour cela, et je dois dire que de ce point de vue-là, l'éducation nationale est un pourrissoir et un dépotoir. Et il est évident que c'est vrai que face à la marée de la pornographie, du conformisme idéologique, de cette antimorale qui nous est imposée, par le matraquage télévisuel, cinématographique, scolaire, éducatif, pseudo-intellectuel, oui, en effet, il y a de quoi être inquiet. C'est évident pour l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ne peuvent s'en sortir dans cette situation présente et à venir que des gens qui ont des convictions solides, des convictions chevillées au corps. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut plus se permettre, autrefois, quelqu'un qui était un peu tiède, comme la société est dans le bon sens, il pouvait peut-être éventuellement arriver à s'en tirer. Mais là, aujourd'hui, il faut vraiment des convictions extrêmement solides. Hein, un compagnonnage avec notre divin maître. Moi, je me pose des fois la question, sachant que l'inversion des valeurs est allée tellement loin, est-ce que l'on ne doit pas réagir comme Charlemagne avec les Saxons, par exemple? Je crois que dans la situation dans laquelle nous sommes, il me semble que ce qui me paraît le plus utile, c'est ce qui dépend de nous. Et ce qui dépend de nous, c'est d'essayer de nous-mêmes, de nous comporter de la meilleure manière qui soit, de donner l'exemple, comme je le disais, déjà d'essayer autant qu'on le peut, quand c'est possible, de fonder une famille, parce que c'est finalement au sein de la famille que se transmettent le mieux, quand on le peut, à condition de s'en donner les moyens, de faire les efforts pour cela, que se transmettre le mieux un certain nombre de principes et de valeurs, de convictions, de certitudes. Lorsqu'on a des enfants qui, finalement, partagent vos convictions et même parfois les ont encore plus solides, c'est merveilleux. C'est une consolation qui est inouïe, qui est quotidienne. Lorsqu'on peut échanger avec eux, qu'on se comprend, que le dialogue est fécond, qu'on raisonne finalement de la même façon, que donc on voit qu'il y a une forme de transmission, de perpétuation d'un certain nombre de convictions, de certitudes, une façon de penser, une façon d'être, une façon d'agir qui est identique ou analogue. Eh bien, en effet, voilà quelque chose qui est consolant. Et ça, c'est du solide, vous voyez. Là, on n'est pas dans le virtuel. Là, on n'est pas... Mais il faut aussi, je pense, reprendre l'espace public aussi pour que les gens nous voient physiquement le plus possible. C'est ce que moi j'essaie de faire, parce que je trouve que la droite, par exemple, la droite était très peu présente parmi les gilets jaunes. Pourtant, les premiers moments des gilets jaunes, c'était l'artisan, voilà, le petit commerçant, c'est-à-dire la France qui travaille, et je pense de droite, blanche de droite, qui est descendue dans la rue. Les gauchos, évidemment, ils ont fini par comprendre. Ils ont fini par descendre et ont pourri le mouvement et ont fait ce qui est devenu. Je pense que la droite a trop délaissé le terrain, la rue, l'espace public. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'abord, il convient de ne faire aucune concession. Voilà, donc il faut vraiment maintenir la totalité des principes, des convictions, des engagements, parce qu'on voit trop bien que les stratégies dites de dédiabolisation, de normalisation, ça va une forme de déculottage entier devant l'adversaire, devant l'ennemi, et finalement ça ne sert à rien. C'est à la fois l'échec et le déshonneur. Pour répondre maintenant directement à votre question, effectivement, lorsqu'il y a des mouvements qui vont dans le bon sens, pourquoi ne pas y participer et essayer même de les orienter, mais à condition de venir avec son drapeau sans se renier, sans édulcorer le message. C'est pour ça qu'aussi Rivarol
étant présent par exemple, dans les grandes manifestations contre les mesures sanitaires, contre le pass sanitaire, contre la suspension des soignants. C'était le cas. Quand vous étiez présent, les gens ont identifié Rivarol. Il y a eu des distributions de journaux, voilà, par exemple, gratuitement. De jeunes militants rivaroliens que je remercie, que je salue d'ailleurs. Et c'était un sacré coup, ne serait-ce que financier déjà, pour Rivarol. Je crois que si vous voulez, il y a un moment donné, il faut quand même essayer de diffuser les idées. Le plus important, c'est de diffuser les idées. Bien sûr qu'un journal, c'est aussi un commerce, il faut qu'il vive. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'encourage tous les gens qui le souhaitent et qui le peuvent à nous aider. Il suffit d'aller sur rivarol.com, on peut faire des dons, on peut prendre des abonnements de différentes durées, différents types, abonnements papier, abonnements numériques, des dons sur la page accueil, c'est en haut à droite pour faire un don ou pour vous abonner. N'hésitez pas à le faire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation, elle est tendue, elle est précaire, et il me paraît que si Rivarol disparaissait, certes, ça n'empêcherait pas la terre de trôner, mais je crois que ce serait quand même le signe, le symptôme d'une aggravation de la situation et du fait qu'une parole totalement libre n'est plus possible dans notre pays. Vous savez que Rivarol, c'est un peu une exception en Europe, hein. C'est de la nitroglycérine, mais c'est un peu une exception finalement. Je n'ai pas vu d'équivalent en Europe, sinon en Occident, actuellement, et un journal qui plus est, qui existe depuis 75 ans, et où on essaye aussi d'essayer de garder, autant que faire se peut, une belle langue, hein, d'essayer de garder quand même... Moi, j'avoue, j'ai toujours beaucoup aimé le français. On a une langue superbe. Et je sais que Radio Courtoisie, à juste titre, est très attaché à cela, à la qualité du français, à éviter le franglais, à essayer de défendre, y compris l'imparfait du subjonctif, hein, qui est si magnifique et qui aujourd'hui, malheureusement, tombe en désuétude, et essayer de s'exprimer clairement. Alors, il faut soutenir Rivarol. Alors, les dons, c'est très bien entendu. Les abonnements, je pense que c'est mieux. C'est encore mieux. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de tangible, du papier enfin, et pas du virtuel. Un journal papier, ça fait tellement bien de le lire, de le feuilleter, et puis vous pourrez le partager avec les vôtres, avec peut-être des amis, des proches, de la famille, qui ne connaissent pas Rivarol et qui découvriront Rivarol. Donc n'hésitez pas. Et avec des articles de fond, quoi, sur différents sujets d'actualité qui me semblent de nature à, je pense, intéresser un certain nombre de gens. Parce que justement, des articles, nous, qui sont un peu approfondis, donc ils sont parfois, il est vrai, un peu longs, mais il me semble quand même que si on veut développer une idée ou quelques idées, ça ne peut pas être trop court quand même. Donc effectivement, ce sont des articles qui sont relativement longs, comme c'était le cas autrefois dans la presse papier, mais nous sommes très attachés à cette tradition-là, parce que comme vous dites, c'est pour faire de la réécriture de dépêche AFP, ça n'a aucun intérêt. Et malheureusement, même à droite, souvent c'est ça, hein, maintenant, je vois, c'est consternant, quoi. Ce sont que des brèves, des petits articles où il n'y a pas de fond, quoi. Or, il faut faire du fond, c'est très important. Même si nous nous adressons, peut-être qu'il y a une petite partie du public, nous adressons à cette partie du public qui a encore l'amour de la vérité, l'amour de l'effort, et qui souhaite, en quelque manière, être éclairé, être informé. On attache aussi beaucoup d'importance dans Rivarol au courrier des lecteurs, où même parfois s'expriment des gens qui ne sont pas d'accord, mais où, en tout cas, justement, il peut y avoir un échange stimulant intellectuellement, intéressant, parce qu'on meurt justement de ce que, finalement, il n'y a plus véritablement aujourd'hui de débat d'idées. Et puis si on peut aussi stimuler intellectuellement notre jeunesse, parce que c'est par eux aussi que cela passera. Je pense que si vos adolescents lisaient Rivarol, je peux vous dire qu'ils monteraient de gamme à l'école, ça c'est une évidence, parce qu'au moins ils auraient un vocabulaire. Parce que la vidéo c'est une chose, mais je ne dis pas que ça ne peut pas avoir son intérêt et son utilité, mais ça ne peut pas remplacer la lecture. Et notamment la lecture approfondie. Comme vous dites, un journal, on peut revenir, on peut trouver les pages, on peut revenir en arrière, et puis on réfléchit. Moi j'avoue qu'une grande partie de ma culture politique et historique, ce sont dans les journaux et revues de la droite nationale et nationaliste. Tiens, quels étaient vos grands auteurs moi j'ai beaucoup lu Maurras. Personnellement, le livre que je préfère, c'est Mes idées politiques. Je le trouve très clair, très, très limpide, très fluide, et je trouve pas qu'il ait perdu de son acuité avec le temps. J'ai beaucoup lu Bardèche, je crois que Bardèche c'est lumineux, notamment Nuremberg ou la Terre Promise, mais tout Bardèche finalement. Hein. Et on juge de la qualité d'un auteur, d'un écrivain, d'un publiciste, à ce que dans la longue durée, dans le temps long, finalement, ce qu'il dit se vérifie. Et je dirais même que plus le temps passe, plus se vérifie la qualité, la véracité de ses analyses, de ses prédictions, de ses commentaires. Et en l'occurrence, Bardèche c'est le cas, Drumont c'est le cas, Maurras c'est le cas, pour l'essentiel. Bon,
peut-être quelques exceptions près, mais dans l'ensemble, c'est remarquable. Et donc, il faut lire évidemment ces auteurs et tant d'autres. Et puis, moi, je crois qu'un journal politique, c'est fondamental. Moi, j'ai commencé, effectivement, j'ai lu Rivarol dans ma jeunesse, je lisais aussi Minutes, je lisais National Hebdo, qui n'existe plus, je lisais le Libre Journal de Becquet, je lisais Présent. Et c'est vrai que toutes ces publications qui ont quasiment toutes disparu. Vous imaginez que le dernier grand scoop venant d'un journal français, c'est Minutes qu'il a lancé avec Mazarine Pinjot. C'est exact, tout à fait. Alors, Rivarol a eu quelques scoops dans son histoire. C'est Rivarol qui, en 1959, a sorti l'affaire de l'Observatoire. Vous savez, Avec Mitterrand, le oui. faux attentat de Mitterrand. Donc, il y a eu ce scoop. Mais c'est vrai que Minutes, pour Mazarine, vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que c'est triste de voir que tous ces journaux disparaissent. Écoutez, moi, en l'espace de quelques années, j'ai vu la disparition, donc en 2007, alors c'est vrai que c'était avec la mort de Serge de Beketch, de son décadaire, l'hebdomadaire, le journal La France Courtoise, le Libre Journal La France Courtoise, National Hebdo en 2008, Français d'abord en 2008, Flash en 2011, La Nouvelle Revue d'Histoire en 2017, l'Action Française 2000 en 2018, Minutes en 2020, Présent en 2022, Militant en 2024. Donc il ne se passe quasiment pas une année ou 2 ou 3 années sans qu'il y ait un nouveau titre qui meurt. Et Rivarol, on est le dernier titre historique qui est à la fois en kiosque et sur abonnement. Enfin en kiosque, là on est encore autorisé à l'être. Mais voilà, donc et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut défendre, parce qu'on est un peu le dernier combattant, si j'ose dire. Clairement. J'ai une pensée pour Présent. J'avais eu une interview il y a quelques années de cela, et lorsque je vois que l'ancienne rédactrice en chef, dorénavant députée, Caroline Parmentier, voilà, Caroline Parmentier de Présent, bat sa coulpe aujourd'hui. Alors là, alors qu'elle a été pendant 30 ans journaliste à Présent et 8 ans rédactrice en chef de Présent, et maintenant elle renie tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle a été, parce que Mediapart, fondé par Didier Plenel, l'a accusée d'écrits naguère, donc raciste, homophobe, antisémite, etc. Et elle renie tout finalement. C'est ça qui est effrayant, c'est le gâchis Parmentier, si je Bien dire. sûr, mais clairement. Elle est hachée menu, ce hachis Parmentier, ils font de Parmentier de la purée. Bon, mais j'ai titré mon éditorial il y a quelques semaines, vous saurez tout sur le gâchis Parmentier. Mais c'est dramatique, on en rit, mais parce qu'il faut toujours regarder un peu d'humour, mais quand on y réfléchit, c'est dramatique. C'est dramatique de voir finalement que lorsqu'on a écrit, lorsqu'on est censé avoir défendu des convictions, des certitudes contre l'avortement, et maintenant elle est pour, elle a participé activement à l'inauguration d'une statue de Simone Veil à Béthune, puisqu'elle est députée de Béthune, dans le Pas-de-Calais, et une place au nom de Simone Veil. Elle dénonçait la gay pride, le lobby gay, tout ça. Maintenant elle lutte contre l'homophobie, la transphobie, je cite, aux côtés de Sébastien Chenu. Voilà, enfin, je veux dire, c'est effrayant. Voilà, elle défendait les excès, je cite, du lobby juif. Maintenant, elle soutient le boucher Netanyahou, hein, dans ses massacres génocidaires. Donc voilà, où on en est, quoi. Je veux dire, c'est dramatique. Vous savez, ça prouve une chose, c'est que lorsque l'on met un pas dans le système, quand on y rentre, tout y passe. Tout y passe. Ah, ça, je l'ai vu. Ça, et quand on dit oui, mais de l'intérieur, on change. Vous ne changez rien du tout. Rien. Par contre, on change soi-même. On change soi-même. On finit par se renier une pièce grand V. Et vous voyez, c'est un petit peu... C'est le cas, par exemple, de Marine Le Pen. Vous voyez. Enfin, Marine Le Pen, je ne sais pas si elle a jamais eu des convictions, c'est encore une autre question. Mais disons que... en tout cas, le Front National, tel qu'on l'a connu historiquement, dans son programme officiel, dans son programme de gouvernement, avait des propositions extrêmement claires contre l'avortement, pour la défense de la famille, contre l'Union européenne, contre l'euro, pour l'abrogation des lois liberticides, Pleven, Guesso, Perben, Lelouch. Et finalement, Marine Le Pen, c'est le contraire, elle a tout renié maintenant, etc. Maintenant, le RN pour avoir un char officiel à la Gay Pride. C'est pas les gars de la marine, c'est les gars de la marine, c'est les roses marines, non plus les bleues marines. Bon, non, mais je veux dire, c'est que ça, c'est effrayant, quoi. Je veux dire, voilà. Alors, donc, d'ailleurs, on se demande s'il serait dans le char de tête ou dans le char de queue de la manifestation. Mais en tout cas, voilà, du défilé. Mais je veux dire, c'est quand même effrayant quand on y réfléchit. Alors que, rappelez-vous, au BBR, il y avait la messe traditionnelle latine grégorienne selon le rite romain de Saint Pie V. Au BBR, il y avait les bérets de Roger Olindre et des soldats et des sous-officiers de l'Indochine, de l'Algérie, etc. Voilà, il y avait les drapeaux tricolores. Moi, je me rappelle, j'ai fait au château de Neuvy-sur-Barangeon en Sologne, le château lui appartenait, Roger Olindre au CNC, le cercle national des combattants. Il y avait le lever des couleurs tous les matins. Il y avait les discours patriotiques où il avait encore les larmes aux yeux de Popeye, de
Roger Olindre, qui est mort d'ailleurs il y a 5 ans cette année. Et je veux dire, aujourd'hui, voilà, c'est Sébastien Chenu, c'est monsieur Jean-Philippe Tanguy, etc. Jean-Philippe Tanguy, dont j'ai entendu il y a quelques jours à la télévision, qui disait la preuve que Caroline Parmentier n'est pas homophobe, c'est que finalement j'avais un chagrin d'amour d'une relation homosexuelle qu'il y avait, tout ça. Et donc elle m'a consolé, elle était merveilleuse avec moi, elle m'a consolé. Donc ça prouve qu'elle n'est pas homophobe. Voilà où en est le Rassemblement national, fondé il y a 55 ans par Jean-Marie Le Pen, par Roger Olindre, par des anciens. Alors on va continuer cette discussion, mais avant le Bobino. À vous d'être toujours plus nombreux à écouter Radio Courtoisie. Vous êtes les patrons de Radio Courtoisie, c'est votre radio. C'est donc pour ça que nous ne voulons pas d'annonceurs, parce que quand il y a des annonceurs privés, eh bien c'est eux qui décident de la ligne éditoriale. Nous ne le voulons pas. Nous sommes la radio de toutes les droites et nous continuerons à l'être. Je reçois d'ailleurs Jérôme Bourbon, c'est aussi parce que vous êtes les patrons que je peux recevoir Jérôme Bourbon. Et d'ailleurs, je lance un appel à l'ensemble des médias alternatifs. Recevez aussi Jérôme Bourbon. Il ne faut pas que Rivarol meure. Si les auditeurs nous financent ou vous financent, c'est aussi parce qu'ils veulent de la transgression et ils ne veulent pas voir chez nous et chez vous les mêmes programmes que dans les grands médias subventionnés. Ah tiens, j'ai des arrivées de commentaires. Cher Jérôme, vous cherchez une solution puisque nous sommes dans une république bananière. Il nous faut changer de régime. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il faut changer de régime. Ça c'est sûr, hein. Merci d'éviter d'employer le terme scoop. Ah, je suis désolé, j'en suis désolé. Eh oui, j'ai eu d'anglicisme. Voilà, on me le rappelle toujours. Les auditeurs me rappellent. On est sur Radio Courtoisie. Hein. On n'a pas changé. Musk n'est peut-être pas un génie, un modèle familial, mais c'est un génie inventif. Il vient de proposer un prototype d'avion totalement invisible dont le revêtement est fait de la liste des clients d'Epstein. Bonne journée à vous dans ces tristes jours. Tiens, un petit mot sur Trump. Est-ce que peut-être il y a eu... ben voilà, il est dans le système, il a viré sa cutie. C'est-à-dire, vous savez que la question de Trump divise dans les milieux dits de la dissidence, mais moi si vous voulez, je vois les actes. Hein, et les actes, de plus en plus, il apparaît comme un homme du système, comme vous le dites très justement. Enfin, ce qu'il a fait, notamment vis-à-vis de l'Iran, sans aucune déclaration de guerre préalable, dans une action contraire au droit international, à tous les principes généraux, c'est quelque chose d'effrayant. En plus, rien ne prouve que l'Iran dispose de l'arme nucléaire, tout laisse avancer le contraire. Hein, ça rappelle les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Hein, tout était faux, c'était une calomnie qui a amené des centaines de milliers de morts, comme la calomnie précédente des découveuses qui a été prétendue renversée par les soldats irakiens qui auraient écrasé les crânes de bébés koweïtiens. On a su par la suite que c'était pour 10 millions d'euros une calomnie, une fable qui avait été développée par une agence de publicité américaine, hein, et cette calomnie a été malheureusement diffusée. Je me rappelle, j'étais encore jeune à l'époque, sur toutes les télévisions du monde entier, aux heures de grande écoute. C'est quelque chose qui a eu des conséquences cataclysmiques, et on voit très bien que Trump apparaît comme le serviteur, le laquais du sionisme international et de l'antisésioniste de l'État d'Israël. C'est très clair dans cette affaire. J'observe d'ailleurs que comment dirais-je, tout ce qui se passe au Proche-Orient, cette désorganisation, le chaos, l'anarchie dans cette région du monde depuis 35 ans, c'est quand même pour la domination israélienne sur la région. Hein. On l'a vu, que ce soit avec ce qui s'est passé en Syrie, en Libye, en Afghanistan. D'ailleurs, j'ai vu que Israël là, a bombardé encore, sans aucune sommation, sans aucune déclaration préalable, le Sud-Liban, la Syrie, enfin... Et puis des églises. Des églises, et voilà, justement, la seule église catholique qui existait dans la bande de Gaza, elle a été bombardée. Alors après on dit c'est une erreur, c'est toujours des erreurs. Hein. Évidemment que c'est volontaire, mais j'observe qu'on n'entend pas beaucoup les nationaux-sionistes dans cette affaire-là. Quand c'est Israël qui tue des chrétiens, là on a le droit. Quand ce sont des musulmans, là ils montent au créneau. Mais quand c'est l'entité sioniste, là il n'y a plus personne. Hein, je veux dire. Hein. J'ai jamais entendu Robert Ménard, ancien fondateur de Reporters sans frontières, dénoncer les dizaines et centaines de journalistes, pour beaucoup palestiniens et d'autres, qui ont été bombardés, tués, assassinés par la police ou l'armée israélienne.
quotidienne, hein, je veux dire, hein, voilà, hein, quand ils bombardent des églises, des lieux de culte, des vergers, des maisons, des écoles, des hôpitaux, des dispensaires, de manière volontaire, délibérée, faisant des dizaines de milliers de morts et de blessés, voire davantage, eh bien là, on ne les entend pas, hein, je veux dire. Donc j'ai l'impression que c'était géométrie variable, hein, leur compassion et leur dénonciation. Bref, j'observe que l'antisioniste est quand même un élément de déstabilisation du Proche-Orient et du monde entier qui est absolument considérable, car j'ajoute que lorsque il y a le chaos dans ces pays-là, après ça nous amène aussi énormément de migrants et de réfugiés en Europe. Hein. Ça a été vrai en Syrie, ça a été vrai en Libye, c'est incontestable. Donc les gens sur CNews et autres qui disent oui, on est contre l'immigration, qui après défendent la politique de Netanyahou, qui conduit justement par le chaos qui est mené partout au Proche-Orient, des millions d'immigrés, de réfugiés et de migrants en France et en Europe, c'est complètement incohérent. Et ça montre l'imposture totale de ces gens-là. Bon, justement, la République a décidé que dorénavant, les Palestiniens pourraient être réfugiés ici en France. Oui, mais de toute façon, c'est la logique des choses. Ça a été vrai pour les Syriens, ça a été vrai pour la Libye. Voilà. Alors qu'en réalité, les Palestiniens ne demandaient rien d'autre que de vivre chez eux, sur leurs terres ancestrales, etc. Mais là, en l'occurrence, permis et autorisé. Hein. On considère que, c'est le slogan du sionisme, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Sauf que cette terre, elle n'était pas sans peuple. Hein. Il y avait les Palestiniens. Hein, voilà. Et donc là, il y a une forme de négationnisme qui est tout à fait autorisée. Voilà. Et je rappelle que c'est au nom d'un génocide qu'on n'a pas le droit de contester que se commet un génocide qu'on n'a pas le droit de dénoncer. Hein. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Quoi. Donc c'est quelque chose d'effrayant. Donc nous, de ce point de vue-là, à Riverol, on a une parole qui est libre. Et puis il faut quand même pas oublier non plus, j'en dis pas plus, que je voudrais pas créer de courtoisie et des problèmes. Mais bon, l'antisionisme, c'est quand même l'épicentre du culte de la Shoah, hein, dont les conséquences, on les connaît. Hein, voilà. Bien sûr. Alors, entre la tapisserie de Bayeux et tout le patrimoine artistique ou religieux que l'on nous vole, ils font de la France une coquille vide. Quand Bayrou veut supprimer 2 jours particuliers, surtout le 8 mai, qui est le jour de l'apparition de Saint-Michel Archange, sur une montagne en Apulie, dont découle la prière de Léon XIII contre Satan et les anges révoltés. Justement, qu'est-ce que vous pensez de la prochaine peut-être suppression de ces 2 jours fériés? Alors pour l'instant, il a dit que c'était qu'un projet qui pourrait peut-être évoluer sur les jours fériés concernés. Mais déjà, j'ai été surpris s'agissant du lundi de Pâques, qu'ils disent que ça n'avait aucune signification religieuse. Alors, pour un démocrate chrétien, c'est quand même étonnant. Quoi. Pour quelqu'un qui est catholique. Oui, il ne connaît pas son catéchisme ni la liturgie. Parce que Pâques et la Pentecôte sont les plus grandes fêtes du calendrier liturgique catholique. Et précisément, il y a une octave de première classe qui dure 8 jours. Et donc Pâques dure en fait 8 jours, du dimanche de Pâques jusqu'au samedi Nelbis, hein, puisque on portait autrefois un vêtement blanc, les nouveaux baptisés, qui avaient d'abord catéchumènes puis baptisés, à la vigile pascale, eh bien, portaient ce vêtement blanc, signe d'innocence, de pureté, de la blancheur de leur âme, pendant 8 jours. Quoi. Et donc Pâques étant la solennité des solennités, était solennisée par des messes quotidiennes, et cette octave, comme son nom l'indique, durait 8 jours. Voilà. Hein, donc c'est pourquoi le lundi de Pâques est férié, et en quelque sorte la traduction et et le reste, si j'ose dire, de cette octave, quoi, festif du calendrier liturgique pour Pâques et pour la Pentecôte. Donc on a le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte. Raffarin avait supprimé pendant quelques années le caractère férié du lundi de Pentecôte, également il y a une vingtaine d'années, après, vous rappelez la canicule de août 2003 qui avait tué une quinzaine, je crois 15 000 environ personnes âgées, à cause des chaleurs intenses qu'il y avait eu à ce moment-là. Et donc, finalement, ils ont fini par renoncer, pas pour des raisons religieuses, hein, mais pour des raisons économiques, parce que l'industrie du tourisme s'inquiétait des conséquences de l'absence, de la suppression du caractère férié du lundi de Pentecôte. Bon, mais lundi de Pâques, Pâques c'est vraiment la solennité des solennités, et effectivement, s'en prendre au lundi de Pâques, c'est objectivement encore une attaque contre le christianisme, contre le catholicisme, contre nos traditions, contre nos racines, et contre, d'une certaine manière, contre la résurrection du Christ, finalement, hein, qui est quand même le sommet, non seulement de la vie liturgique, mais si on est croyant, l'élément central de l'histoire, la mort et la résurrection du Christ, c'est l'élément central et le sommet de l'histoire, bien évidemment. Et s'agissant du 8 mai, alors, effectivement, il y a, c'est heureux de le rappeler, cette apparition au mont Gargano de Saint-Michel, mais le 8 mai, c'est aussi plus prosaïquement, depuis 1945, la capitulation de l'Allemagne hitlérienne, et
en l'occurrence, j'ai vu que notamment Marine Tondelier, des Verts, tout ça, on dit c'est scandaleux, le 8 mai, ça représente la victoire sur le nazisme, donc c'est abominable de supprimer ce jour férié. Mais il est vrai que le mois de mai, ce n'est plus simplement des ponts, c'est un viaduc quoi, maintenant. Ah oui, clairement. Et donc, supprimer du mois de mai un jour férié, là pour le coup, c'est pas quelque chose qui me choque, parce que je veux dire, c'est effrayant. Le mois de mai, il se passe rien quasiment en France, quoi. On ne travaille plus quasiment. Donc donc alors on peut discuter du jour à choisir, mais en tous les cas, Valéry Giscard d'Estaing, je trouvais personnellement, je n'engage que moi, mais je trouvais que c'était une des rares initiatives positives qu'il avait prises, de faire en sorte que ce soit le 11 novembre, que soit commémoré et la fin de la Première Guerre mondiale et la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que le 8 mai ne fut plus férié. François Mitterrand, lorsqu'il a été élu a rétabli dès 1982 le 8 mai férié. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée. Il y a déjà le 1er mai. En général, le jeudi de l'Ascension tombe au mois de mai, très souvent également lundi de Pentecôte. Par conséquent... Tiens, même ce 1er mai, ce serait pas inutile de le supprimer. Parce qu'il n'y a pas de 1er mai ailleurs en Europe. Hein. C'est une pure fête communiste. Hein. Moi, personnellement, j'y serais tout à fait favorable également. Moi, je maintiendrais effectivement que le jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, personnellement, si j'étais aux responsabilités. Parce qu'en plus, je vous dis, le mois de mai, c'est absolument effrayant. Surtout qu'en général, il y a des ponts. Donc, c'est des ponts qui viennent des viaducs. Et finalement, il ne se passe rien. Même au niveau du courrier, dans les entreprises, dans les sociétés, c'est une catastrophe. Le mois de mai, depuis longtemps, ça devient ridicule. Quoi. Avec en plus les 35 heures, etc. Mais bref. On est déjà dans une société sans travail de plus en plus. Ouais. Donc non, je pense que le mois de mai, il y aurait quelque chose à faire. Mais moi, je vais dire une chose. Oui. C'est très, très compliqué. Hein. Les gens ne veulent plus aller au bureau. Mais vraiment. Hein. Alors, je ne dis pas que... Enfin, je parle de Paris. Hein. On va dire Paris intramuros. Peut-être, je vais parler peut-être d'une certaine forme de bobocratie qui vit dans le loisir et dans le congé, mais ça devient en effet effrayant. Et bien sûr, j'exclus toute la classe ouvrière, etc. Et tous ceux qui ont des travaux pénibles. Vous savez que Benoît Hamon, candidat socialiste à la présidentielle, avait proposé un revenu universel, je crois, fixé autour de 800 € net mensuels. Mais je crois qu'il y aura une clientèle pour ça. Je pense, ouais. Il y aura un public de plus en plus important. Ça paraît une idée complètement folle, complètement sortie de son chapeau. Mais en réalité, je crois qu'aujourd'hui, il y aurait une clientèle pour cela, y compris dans nos milieux. Hein. Ah mais... notamment dans la jeunesse, une partie de la jeunesse. Mais... Voilà. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose qui est dramatique, qui est inouï dans l'histoire des hommes, quand on y réfléchit, ça aussi. Hein. Et je rappelle quand même que, rappelez-vous la devise de l'État français, travail, famille, patrie. Enfin, la droite traditionnelle, c'est l'amour de la religion, du bon Dieu, de la religion, mais également donc, de la famille, de la patrie et du travail. Non pas bien sûr de l'esclavage, non pas bien sûr du travail excessif, mais du travail par lequel on acquiert une dignité, une liberté. Lorsque on ne travaille pas du tout, on se sent inutile. Il y a une forme même de dévalorisation de soi-même, me semble-t-il. Comment voulez-vous, si on n'a pas un travail, si on n'a pas une activité, avoir quelques qualités pour s'exprimer. D'ailleurs, c'est le problème pour Bardella, par exemple. Bardella, il est bachelier, mais il n'a aucun diplôme, il n'a pas de femme, il n'a pas de famille, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de travail. Il veut devenir président de la République ou Premier ministre. Et à un moment donné, ça pose quand même problème. Hein. Je suis désolé. Il me semble qu'il faut quand même montrer l'exemple. Quand même. Voilà. Il faut prouver ce qu'on est capable de faire. Hein, et pas simple, il suffit pas de savoir réciter même assez brillamment quelques petites fiches pour prouver qu'on est capable d'endosser une fonction de responsabilité extrêmement élevée. Et il faut sortir de cette société de paresse qui est un péché, hein, faut quand même le rappeler. Hein. Oui, la paresse est un péché capital. Alors, on est tous, comment dire... On est tous pécheurs, voilà, je ne dis pas. On est tous atteints par le péché originel et donc par les péchés capitaux, au nombre de 7, mais... il faut essayer de lutter contre, et non pas d'aller dans le sens de la descente qui peut aller très loin. La glissade de toboggan, ça peut être sans fin. Hein. Ah bah... Alors c'est agréable le toboggan, mais quand on arrive au bout, c'est moins agréable en général. Alors, j'ai une question, tiens, qui est en rapport avec ce qu'on se dit. Cher Jérôme, comment convaincre les gens de nos idées qui nous répondent « Je ne suis pas abonné parce que je n'ai pas le temps de le lire ». Il ne faut pas dire que je n'ai pas le temps, il faut dire qu'on fait des choix. Hein. Dans la vie, on fait des choix. Le temps, on peut le trouver. La personne qui est amoureux d'une jeune fille,
il prend le temps de lui parler, de lui écrire. Alors que maintenant, on n'écrit plus des lettres, hein, c'est malheureux. Moi, je dois dire que lorsque les jeunes hommes écrivent encore des poèmes à leurs fiancés, ça avait quelque chose de magnifique, parce qu'on prenait du temps, finalement. Hein, mais c'était un temps qui n'était pas désagréable en soi. Mais il est évident que lorsqu'on a des passions, et une passion peut être légitime, eh bien, on prend du temps pour le faire. Hein. Le champion qui veut gagner Roland-Garros, il s'en donne les moyens, si j'ose dire. Ça n'est pas rien. Le nombre d'efforts, y compris la torture de son propre corps. Bon, tout est centré sur cet objectif. Bon, et donc, on n'est pas modéré dans les efforts. Serait-il du dernier chic de dire qu'on est modérément amoureux de sa femme? Hein, ça n'est pas forcément un bon signe. Bon, voilà. Eh bien, donc la modération n'est pas forcément une bonne chose. Elle peut l'être dans un certain nombre de circonstances, mais elle ne l'est pas toujours. Ouais, ce sont les hommes qui ont de grandes passions, de grandes convictions, qui ont fait de grandes choses, hein, ici-bas, généralement. Et donc, oui, il faut effectivement essayer de se donner, de se transcender. C'était ça je trouve que c'est ça qui avait intéressant dans les fascismes. On peut avoir un regard critique, hein, sur les expériences fascistes, bien sûr, mais ce que je crois très intéressant quand même, c'est qu'il y avait quand même un dépassement de soi. Et une volonté quand même de donner le meilleur de soi-même. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est tout à fait contraire à la démocratie, à une démocratie moderne, qui encourage au socialisme actuel. Et voilà, qui encourage vraiment au laisser-aller, à la négligence, laisser-aller vestimentaire, laisser-aller langagier, laisser-aller au niveau des mœurs, etc. Je suis frappé de voir, par exemple, qu'aujourd'hui, plus personne ne porte de cravate, par exemple. Hein. La cravate est complètement tombée en désuétude. De la même manière, dans les restaurants, autrefois, vous aviez une nappe blanche, vous aviez des serviettes en tissu, c'était quand même très agréable. Maintenant, on vous donne des petites serviettes en papier, etc. Donc forcément, on se tâche, etc. Ça n'essuie rien du tout. C'est nul, quoi. Et ça, à la fois pour faire des économies, et tout ça parce que c'est plus pratique. On me dit toujours, c'est plus pratique, etc. Oui, mais il y a aussi la beauté de l'inutile, enfin, ou de ce qui est apparemment inutile. Mais en l'occurrence, c'était pas inutile d'avoir des serviettes en tissu. Je prends cet exemple-là, je pourrais en prendre beaucoup d'autres. Mais si vous voulez, on voit une... Aujourd'hui, aller trouver un bon restaurant maintenant en province, dans des petites villes et tout ça. Maintenant, c'est le règne du McDo, du Quick. Mais il faut dire aussi aux gens, en réalité, les gens en général ont raison. Et lorsque vous grattez un peu la vie privée, il se trouve que, bon, comme je fais beaucoup de terrain, j'interviewe énormément de gens. Et j'essaie de poser des questions aux gens. Donc, du coup, je remarque que les gens, en réalité, ils ont le temps. Parce que quand vous leur parlez de leur journée type, bon bah ok, ils se préparent le matin, ils vont aller au travail, mais après, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télé. Ah oui, la télévision et l'ordinateur, c'est chronophage. Voilà. Ce sont des heures par jour. Ils ont le temps pour cela. Le temps, on peut le trouver. Et puis Rivarol, on n'a pas besoin de le lire en entier d'un seul tenant. On a une semaine pour le lire, on peut le lire avec un peu de retard au besoin. On n'est pas obligé de lire forcément tous les articles non plus. Si on le fait, c'est encore mieux, mais ça n'est pas une nécessité absolue. Mais on peut lire quelques articles. Ça ne prend pas tant de temps que ça, il ne faut pas exagérer. On peut prendre quelques minutes, ça prend quelques minutes de lire un article. Alors on a beaucoup de gens qui... D'habitude, c'est par mail qu'on reçoit les questions, et là, les gens appellent. Donc ça, c'est bien. Continuez à appeler. Patrice est là pour prendre vos commentaires. Caroline Parmentier a toujours bien caché son jeu, mais sa ligne n'a pas varié. Il y a 20 ans, elle venait souvent à Radio Courtoisie. Je me rappelle qu'elle avait giflé en fervant le pénis dont le nom m'échappe. Ah bon, je ne savais pas. Je sais qu'à Radio Courtoisie, même il y a une quinzaine d'années, on avait eu des échanges un peu musclés parce que c'était pendant la campagne entre elle et moi, parce que on était dans la campagne de succession de Jean-Marie Le Pen. Effectivement, elle soutenait à fond Marine Le Pen et moi j'étais très critique. J'évoquais cette nightclubeuse invertébrée et décérébrée. Mais elles sont très proches, je crois, toutes les deux, non? C'est vrai qu'elles ont toujours été très proches. Donc c'est une dame qui s'exprime ainsi, ou un monsieur. Effectivement, un monsieur. Ce monsieur a tout à fait raison. Fondamentalement, elle a toujours eu des idées très superficielles. Et effectivement, je pense qu'elle collait à la ligne du journal à l'époque, voilà. Mais il est vrai que je pense qu'elle n'a jamais eu de conviction chevillée au corps. Ça, c'est vrai. C'est ce qui peut expliquer qu'elle ait facilement évolué dans ce sens. C'est vrai. Mais disons qu'au moins dans son expression publique, si j'ose dire, dans ce qu'elle exprime publiquement, ça n'était pas exactement la même chose hier qu'aujourd'hui. Mais il est vrai que il n'y a rien de plus désolant que de voir des gens finalement qui finalement écrivent des choses et finalement
n'y adhère Bien pas sûr. plus que cela, quoi. Vous savez, il y a des gens qui ont pris un camp pendant des guerres, tout ça dans un sens ou dans l'autre, parce qu'ils étaient convaincus, parce qu'ils avaient écrit ce qu'ils avaient lu dans un journal. La responsabilité de l'écrivain, la responsabilité du journaliste, Bernanos a des pages terribles là-dessus, ça n'est pas rien. Quand on écrit quelque chose, il y a des gens quand même qui vous lisent, il y a des gens qui vous croient, qui vous apprécient, que vous influencez, etc. Quelle responsabilité? On ne peut pas écrire n'importe quoi, il faut pouvoir se relire après, hein. Donc il faut essayer d'être sincère et essayer de ne pas écrire des bêtises, Bien sûr. de pouvoir se relire après, d'essayer de servir la vérité. Alors on peut se tromper, ça peut arriver, hélas, hein, c'est l'imperfection humaine, enfin le moins possible, si possible, hein. Et et surtout quand ce sont des choses très importantes ou lourdes de conséquences. Et donc là, bon, je suis désolé, mais relativement à des questions relatives à la vie, à la famille, aux valeurs traditionnelles, ça n'est pas rien, ce ne sont quand même pas des sujets accessoires ou anodins, hein. Et donc oui, Parmentier, c'est vraiment un désastre. Alors, question d'une auditrice, que savez-vous de Monsieur Sterrin qui apparaît depuis peu comme un éventuel sauveur de la droite nationale? Je ne le connais pas, je n'ai pas de contact ni direct ni indirect avec lui. J'ai cru comprendre qu'il était quand même plutôt assez proche de la sphère Bolloré. Donc si c'est le cas, c'est plutôt... Ah bon, proche de Bolloré? Ils ont fait des choses Il se ensemble. dit très catholique. Ouais, enfin, ils ont fait des choses ensemble. J'ai vu ça. Ils ont organisé des manifestations ensemble, des événements ensemble. Pourtant, Bolloré, c'est quand même... alors, on me dit que c'est une... Bon, pas l'insulter quand même, mais une sorte de grenouille de bénitier. C'est quand même bizarre qu'il ait choisi cette ligne. Enfin, il n'y a aucune réserve, aucune nuance. C'est même grossier, la façon dont c'est fait. Vous comprenez ces catholiques qui ont basculé vers ce camp? Je pense que Vatican II a favorisé cela. Ça va très clairement dans ce sens, avec les expressions de nos frères aînés dans la foi, etc. On n'a plus du tout la conception traditionnelle que l'on avait du judaïsme avant Vatican II. Et même, je dirais, bien avant Vatican II, parce que même dans déjà les décennies qui ont précédé, il n'y avait quasiment plus d'enseignement sur cette question. Mais c'est parce que les gens ne connaissent plus l'enseignement traditionnel de l'Église, des pères de l'Église, du magistère, sur ces questions. Bolloré, il a un certain âge, et je pense d'ailleurs, il est né avant Vatican II. Il a dû... Oui, il est né au début des années 50, Bolloré. Voilà. Non, mais Bolloré... Peut-être avant même, non? Non, mais... Non, je crois qu'il a plus de 70 ans. Ouais. D'accord. Mais Bolloré, faut pas oublier quand même que c'est un milliardaire, un homme d'affaires. Et par conséquent, faut pas demander à des affairistes multimilliardaires d'avoir une colonne vertébrale. Donc vous ne pensez pas que Monsieur Sterrin peut-être... Vous savez, moi je ne sonde pas les reins et les cœurs, Dieu seul les sonde. Donc je ne sais pas, peut-être-il de bonne volonté, je n'en sais rien. Mais en tout cas... s'il nous écoute... Voilà, Rivarol, n'hésitez pas à aider Rivarol, s'il nous écoute évidemment. En tout cas, moi ça peut pas être sur une ligne CNews, hein. Ça va être sur une cachère, ça c'est clair. Je ne connais, alors je vais vous avouer une chose, je ne connais pas du tout la ligne de Monsieur Sterrin, donc j'en ai entendu parler il y a quelque temps de cela sur France Télé. Ils en ont dit le plus grand mal, mais je ne sais pas, je ne crois pas qu'il ait des médias, Monsieur Sterrin, je sais pas. Je crois il me semble qu'il a l'incorrect, je crois. Enfin, j'ai lu ça. Ah bon, l'incorrect. Et l'incorrect, c'est quel, parce que je ne lis pas l'incorrect. C'est une droite cachère. Hein. Ah bon, alors d'accord. Voilà. Je ne savais pas. Alors j'ai lu en tout cas. Voilà. D'accord. L'incorrect. J'ai lu qu'il était propriétaire, peut-être avec d'autres, mais enfin en tout cas dans le mensuel Incorrect, qui d'ailleurs ne marche pas du tout, hein, d'après les chiffres dont je dispose. D'accord. Alors, j'ai lu un livre écrit par des juifs polonais ou russes, intitulé « Non, nous ne sommes pas un peuple élu ». Tous les juifs n'étaient donc pas sionistes et partisans du grand Israël. Oui, autrefois oui, mais aujourd'hui 95% des juifs sont sionistes, hein. C'est un fait objectif, et j'en connais bien peu, il y en a, mais j'en ai bien peu qui se désolidarisent de la politique génocidaire de Netanyahou. C'est un fait objectif. C'est comme en grammaire, c'est l'exception qui confirme la règle, si j'ose dire. Bien sûr. Alors, je crois qu'il n'y a plus de chars à la Gay Pride depuis quelques années pour des raisons écologiques et c'est possible. C'est possible. Il est vrai que je ne suis pas un amateur de ces manifestations, mais c'est possible. Il y en avait naguère, effectivement. Mais dans tous les cas, les défilés... lorsque je suis sorti du métro... le défilé était quand même assez, on va dire, provocateur. Et en temps normal, normalement,
ces personnes auraient dû être... Non, mais Ils autrefois. auraient dû payer une amende, quoi. Non, mais autrefois, effectivement, pour atteinte aux bonnes mœurs, Voilà. la manifestation devrait être interdite, c'est évident. Ah oui. Autrefois, il y a quelques décennies, elle l'eût été. Vous voyez, c'est là qu'on Et vous voit. avez été très jeune en plus. Hein. Oui, et c'est là qu'on voit, comme vous le disiez très justement, qu'on est vraiment dans l'inversion, parce que autrefois, c'était ces gens-là qui auraient eu à répondre devant un tribunal de police ou même un tribunal correctionnel, et aujourd'hui, ce sont des gens qui dénoncent cela, qui sont poursuivis et condamnés pour homophobie. Hein. Ouais. Vous voyez, et c'est vrai pour cela, mais c'est vrai aussi pour l'avortement. C'était les gens qui avortaient avant ou qui participaient à un avortement activement, qui avaient des comptes à rendre. Maintenant, ce sont ceux qui s'opposent, qui sont poursuivis, comme le docteur Dor, qui a même fait de la prison, etc., qui a eu une amende extrêmement lourde parce qu'il avait avorté simplement une paire de pantoufles de nourrisson au planning familial parisien. Voilà. Bon, mais tout est comme ça, si vous voulez. On est vraiment dans la version de tous les domaines. C'est-à-dire que simplement, je vous dis, redire même sans provocation ce que disent la Bible, ce que dit le catéchisme, ce que disent toutes les religions traditionnelles sur l'homosexualité, par exemple, hein, sans insulter personne, ça peut suffire à être condamné aujourd'hui. Voilà où on en est. Dans un pays, comme je le disais très justement, qui est la fille aînée de l'Église, les 43 qui ont fait la France, qui a une multitude de saints, il suffit encore de se promener en province ou ailleurs. On voit les calvaires au sommet des montagnes, dans les carrefours, dans les chemins de campagne, etc. Même si de plus en plus, certains tendent à disparaître. Mais on voit très bien qu'on a été pétri de christianisme dans notre vocabulaire, dans nos dictons, dans notre calendrier, dans les prénoms qu'on donnait à nos enfants. Quand je vois les prénoms aujourd'hui, c'est effrayant. Hein. Ce sont des prénoms de séries américaines ou autres, des prénoms à coucher d'or, y compris dans les milieux bourgeois maintenant, pas simplement dans les milieux prolétaires. Hein. Comment soutenir Rivarol ? On va faire, voilà, on va repasser encore. Là, on va le redire. Il faut le redire et marteler. Donc, comment soutenir encore Rivarol ? Eh bien, en prenant des abonnements, en l'achetant, on peut le trouver. Si vous ne le trouvez pas partout, parce que maintenant, évidemment, c'est difficile, écrivez-nous, téléphonez-nous, on vous dira là où vous pouvez le trouver. On ne peut malheureusement pas donner la liste publique des points de vente de la presse en France qui vont Rivarol, tout simplement parce que on renseignerait nos ennemis, on est obligé d'en tenir compte, puisqu'après ils appelleraient, c'est ce qu'ils font, hein, ils appellent le distributeur, le vendeur, pour le dissuader et faire pression sur lui pour qu'il ne le vende pas. Et parfois, hélas, avec une certaine efficacité. Donc on est obligé d'être un peu discret, mais on peut... Si vous me dites, j'habite à tel endroit, je travaille à tel endroit, est-ce qu'il est dans telle commune ou à proximité de telle commune, on vous le dira. Donc ça, si vous préférez l'avoir en kiosque, c'est possible. On peut vous appeler ? Oui, on peut nous appeler, absolument. Votre numéro, peut-être, allez-y. Comment je ne le sais pas par cœur, là, mais c'est sur... vous le trouvez sur rivarol.com, il est indiqué, ou vous pouvez nous écrire aussi un mail, je vais vous donner mon courriel électronique. Allez-y. Mon courriel électronique, c'est jeromebourbon@yahoo.fr, tout attaché, en minuscule, sans accent. jeromebourbon@yahoo.fr. Et puis, bon, il y a rivarol.com aussi, un contact, ou contact@rivarol.com également, enfin, voilà nos adresses électroniques. Et puis, on peut aussi nous écrire, donc Rivarol, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris. Je répète, Rivarol, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris. Et puis bon, voilà, il y a aussi donc rivarol.com pour ceux qui ont Internet. C'est le plus simple et le plus rapide. Voilà, donc on peut soit nous acheter en kiosque, soit s'abonner. Hein, donc 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, à vie, même si vous le souhaitez, à vie du journal, 100 ans. Bon, ou même un abonnement numérique, si vous préférez, notamment les gens qui vivent à l'étranger ou qui se déplacent beaucoup. Ça peut être une solution, ou même on peut s'abonner aux deux. Hein. Ça permet d'avoir déjà les articles et les titres dès le lundi soir, et puis on reçoit dans sa boîte aux lettres, si la poste fonctionne bien, le mercredi matin, le journal, voilà. Mais je crois vraiment que, sans exagérer, hein, que c'est vraiment un titre unique un peu dans la presse papier en France et en Europe aujourd'hui. Je crois vraiment que c'est un journal différent. On parle toujours de la différence aujourd'hui. Je crois vraiment que c'est un journal qui est différent et qui à bien des égards est à l'ancienne et qui s'inscrit dans une tradition. Et il me paraît qu'il faut tout faire pour essayer de le sauver. Parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous manque plusieurs dizaines de milliers d'euros pour finir l'année, par exemple. Hein. Donc, par des dons, par des abonnements, je reste relativement confiant. Je pense qu'en 6 mois, on peut y arriver. Mais il faut que chacun essaye de faire un effort, s'il le peut, s'il le souhaite, bien sûr. Hein. Rien n'est obligatoire. Mais je crois qu'on regretterait, me semble-t-il... Enfin, ce serait très regrettable que ce titre qui existe depuis 75 ans, sur une ligne... assez libre, assez radical, et en même temps, je crois, c'est toujours difficile de parler du journal qu'on dirige, mais qui, je crois, dispose, me semble, d'une certaine qualité, à la fois d'écriture, et quant au fond, je trouverais regrettable, très regrettable qu'il disparaisse, quoi. C'est un peu une exception française, il faut maintenir, sauvegarder, et faire perdurer cette exception française. Alors, une auditrice nous dit, dans une émission d'Ardisson, on a vu Bolloré reconnaître qu'il avait de la chance d'avoir vécu dans une famille où l'on recevait Pompidou et Guy de Rothschild.
Bah, voyez, Ah oui, voyez, bon. voilà, Donc voilà, voilà, donc voilà, voilà, voilà. voilà, Et- merci chers auditeurs. et- On a quand même des auditeurs d'un certain niveau. Et sa grand-mère maternelle s'appelle Goldschmidt. Alors, Ah on bon? n'est pas responsable de ses aïeux, mais disons que je crois qu'il est Ah, je quand sais. même très marqué. Voilà. Monsieur Bolloré, ah je sais pas. Alors, je vous le dis, oui. D'accord. Je n'invente rien sur sa fiche Wikipédia, hein, on peut vérifier. Alors là, on me dit Bolloré est catho-tradi, vous dites n'importe quoi sur Vatican II. Bon, ok. Donc, Non, il n'est pas catho-tradi. Quick est désormais une enseigne exclusivement halal. C'est vrai ça? Je l'ai entendu dire. Je pensais que Quick avait disparu. Bon. Et c'est vrai qu'on n'en plus trop parler. Ouais. Alors, il y a un penseur qui m'a beaucoup marqué, René Guénon, notamment son livre Le règne de la quantité et le signe des temps. Connaissez-vous cet auteur? Je le connais, en effet. Vous en Je le connais, pensez? je ne suis pas guénonien, il y a des choses intéressantes chez lui, mais après, il y a aussi des choses à critiquer. Moi, je suis vraiment catholique de tradition, voilà, et donc je me réfère au magistère de l'Église traditionnelle, mais et puis aussi à l'école contre-révolutionnaire, et à l'école antilibérale, hein, qui est une école absolument magnifique. Aujourd'hui, il y a quand même un grand vide, et il me paraît qu'il faut tenir les principes, voilà, dans tous les domaines, et essayer de dire et de servir la vérité. Voilà. Ah, les commentaires arrivent. Allez, Patrice, je prends les commentaires. Qu'est-il? Ah, non, ça c'est le poème d'un de nos auditeurs toutes les semaines que nous recevons ici. Que revienne un Bourbon balayer les barrôles de tous les imposteurs qui n'ont point de parole. Pour cela, agissant que vive Rivarol, brillant miroir à lys, mieux que Lewis Carroll. On a quand même de sacrés auditeurs. Ah oui, bah écoutez, c'est très gentil, merci beaucoup. Je suis très honoré, très flatté. Voilà, pourvu que Rivarol vive, effectivement. Rivarol vivra parce que Rivarol est dans la réelle information, dans le pamphlet, et puis dans la justice, dans la réelle justice. Et ça ne peut que réussir. Tous ceux qui sont dans ce qu'on peut dire la réalité, eh bien, au final, ne tombe pas définitivement. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est sur le temps long que l'on voit, que l'on mesure si ce qu'on a dit est vrai ou pas. Et moi, il me semble que si on reprend une collection de Rivarol, je ne pense pas que, très sincèrement, il y ait beaucoup de points sur lesquels on soit trompé, ou on est erré, ou on ait contribué à conduire les gens dans l'erreur. Et je pense qu'on peut être plutôt fier de ça. Moi, depuis plus de 15 ans maintenant que j'ai l'honneur de diriger Rivarol, bon, on peut toujours retrouver quelques petites choses sans doute, mais dans l'ensemble, j'ai le sentiment qu'on a quand même révélé la vérité, dit des choses qui se sont révélées vraies, qui ont été exactes et tout ça. Alors après, il peut toujours y avoir des nuances, mais dans l'ensemble, si vous voulez, si on essaye de voir les choses telles qu'elles sont, Bossuet, une formule que je répète souvent, ce qu'elle me paraît très juste, qu'il n'est pire dérèglement de l'esprit que de voir les choses non telles qu'elles sont, mais telles qu'on voudrait qu'elles soient. Et bien souvent, tant dans sa vie privée que dans la vie tout court, finalement, on peut s'aveugler. Hein. Il y a même des gens qui s'aveuglent sur leur mariage, hein, ce qui peut être que fâcheux, les conséquences peuvent être lourdes, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'aveuglement possible finalement en politique notamment. Je dis souvent, j'écris souvent que la bêtise en politique donne une idée de l'infini. J'ai souvent vu des gens qui peuvent tout à fait intelligents, cultivés, raisonner très bien sur beaucoup de sujets, mais dès qu'on parle de politique et notamment d'électoralisme, c'est une catastrophe. Voilà, là d'un seul coup, il y a une baisse de niveau, on est tout de suite au niveau du zéro. Comment vous l'expliquez ça? Au niveau du niveau de la mer. Ah ben je crois que l'élection, le vote, l'excitation que cela implique, les espoirs infondés que mettent les gens là-dedans, on n'est que de voir les files d'attente devant la ceinture et l'isoloir et tout cela, eh bien, oui, où les électeurs se croient stratèges alors qu'ils ne se rendent pas compte que en réalité, ce sont eux, en quelque sorte, qui sont les victimes de tout cela, finalement. Donc j'ai souvent entendu quand même beaucoup de bêtises en politique et j'ai pas l'impression que, vous savez, on dit que nombreux sont les gens auxquels la vie n'apprend rien, mais je veux dire que la vie politique, je constate que beaucoup de gens n'apprennent rien finalement de la vie politique. Il me semble que quand on s'est fait avoir une fois, on n'a pas forcément envie de recommencer, quoi. Mais non, j'ai l'impression qu'il y a un public pour ça, quoi. Je veux dire, voilà. Dites-moi, le dernier gros titre de Rivarol, sur quel sujet vous avez écrit dernièrement?
Ben là, on en parlait tout à l'heure, j'ai fait un éditorial récemment Parmentier. sur le gâchis parmentier. Voilà. Voilà, voilà, ça me paraissait quand même nécessaire. Caustique, j'imagine. Ah ben, il faut toujours être un peu caustique. C'est parfois un peu méchant. Enfin, c'est une méchanceté relative. Mais enfin, un polémiste qui n'est pas un peu méchant n'est plus un polémiste talentueux. Où on ne dit plus rien, finalement. Non, mais quand ce sont des positions publiques et qu'on a vraiment des trahisons publiques, on peut, ou qu'on a affaire à des gens de mauvaise foi, on peut, me semble-t-il, être un petit peu saignant, si j'ose dire. Voilà. Donc, bon, j'en ai fait un également sur Trump récemment. J'ai dit, le révisage de Trump, voilà, il montre qu'il est ultrationniste, voilà, que ça va d'abord les intérêts de l'Amérique qui défend, mais les intérêts de l'État d'Israël. Et de Netanyahou, c'est un fait objectif, qu'est-ce que je vous dise, ouais, donc, parce qu'on nous expliquait dans nos milieux que finalement, j'ai entendu moi tout sur Trump, quasiment que ça allait être le sauveur de l'Occident, de l'Europe, que même il luttait contre les réseaux pédophiles, etc., alors qu'il enterre l'affaire Epstein, tout ça, enfin bref, on nous racontait tout n'importe quoi, je veux dire, il y aurait vraiment des bonnets d'âne et des zéros pointés à distribuer, hein, voilà. Mais justement, comment prennent vos lecteurs qui lisent vos tribunes caustiques contre Madame Parmentier, contre Monsieur Trump? Parfois, il y a des réactions positives, parfois, il y a des réactions négatives. D'ailleurs, on les retranscrit fidèlement dans le courrier des lecteurs. Ça permet des débats, c'est toujours intéressant, hein. Et puis, finalement, quand quelqu'un n'est pas d'accord, parfois, ça permet de préciser sa pensée, de l'affiner, parfois de la nuancer, ou au contraire de l'approfondir. C'est toujours intéressant. Un débat d'idées, des échanges d'informations, quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Donc c'est stimulant, c'est enrichissant, mais la parole est libre, hein, donc il peut y avoir même des nuances dans la rédaction, hein, on n'est pas ni une caserne ni une secte, hein, mais non, moi sur Trump, je ne dis pas que tout est à jeter, il a supprimé les droits de succession, il a baissé les impôts, bon, il y a parfois des déclarations qui vont dans le bon sens, mais globalement, c'est quand même un ultra-sioniste, et ce qu'il a fait en Iran, son plan Trump qui consiste à vouloir déporter de manière définitive tous les Palestiniens de leur propre terre pour les amener je ne sais où, c'est quelque chose d'abominable, c'est diabolique si vous voulez. Donc, et puis il était contre l'avortement il y a quelques années, et puis là maintenant, comme ils avaient perdu les élections, enfin, pas gagné en tout cas, les élections de mi-terme, comme on dit là-bas, en 2022, finalement maintenant il ne parle plus de l'avortement, et je crois qu'en 2024, pour la première fois, dans le programme du Parti républicain, il n'y avait même plus le respect de la vie officiellement, de la conception à la mort naturelle. Donc voilà, il ne faut quand même pas oublier qu'il a certainement des qualités, notamment de résilience et tout ça. Enfin, c'est quand même un affairiste qui a fait sa fortune dans les casinos, dans des choses pas forcément très édifiantes, etc. Et qui, enfin, ça n'est pas... quand j'entends des gens qui font passer quasiment pour Jésus-Christ, il faut quand même raison garder, quoi. D'abord, il est comme très américain dans son mode de vie et de pensée, et voilà, il sert des intérêts qui ne sont pas les nôtres, et puis de toute façon en plus, nous ce qu'on souhaite, c'est d'abord défendre la France, quoi, évidemment, et les Français, voilà. Donc, de toute façon, c'est pas un étranger qui défendra la France, faut voilà, dire les choses, hein. Exactement, c'est pourquoi j'ai l'impression que comme tout va mal en France, on essaie de trouver des modèles à l'étranger qui d'ailleurs n'en sont pas, ce qui me paraît là encore une illusion et une erreur, ça n'est pas ce qu'il faut faire, il faut essayer de trouver chez nous, mais c'est vrai que ça n'est pas simple aujourd'hui, ce qui peut être fait de salutaire, de choses qui vont dans le bon sens. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne vois pas dans les partis politiques existants, dans les personnalités qui sont mises en avant dans les médias, des gens en qui on peut mettre sa confiance. Hein, il faut quoi? On attend l'homme providentiel? Vous savez, une société, en principe, elle sécrète des chefs. Un chef ne se décrète pas, il se sécrète. Mais est-ce que notre société telle qu'elle est aujourd'hui, compte tenu de son degré de décomposition et de putréfaction, est-ce qu'elle est encore à même de sécréter des chefs, et des chefs de qualité? Je l'ignore. La question se pose, parce qu'aujourd'hui, moi je vous dis, j'ai vraiment le sentiment qu'on vit le règne du néant, du chaos, et à une vitesse accélérée. Est-ce qu'on a vécu une époque peut-être plus grave dans le passé? Disons que ce qu'il y a pu y avoir dans le passé, c'est ce qui est toujours terrifiant, ce sont les guerres. Il y a eu des guerres, il y a eu des famines, donc il y a eu des événements qui, effectivement... Mais au niveau moral, peut-être? Alors, en revanche, effectivement, au niveau moral, on pourrait faire peut-être des comparaisons avec la décadence qu'il y a eu à la fin de l'Empire romain, par exemple, dans d'autres périodes de notre histoire, ou même la République du Weimar en Allemagne. Bon, mais on pourrait prendre sans doute d'autres exemples encore, mais il me paraît effectivement que ce que nous vivons aujourd'hui à bien des égards est inouï, inédit, sans précédent dans l'ampleur et dans l'intensité, parce qu'il y a pu y avoir des mœurs épouvantables de tout temps, du fait du péché originel. Il y a de l'hommerie, mais il n'y a pas une promotion institutionnelle légalisée de ces horreurs, etc. Là, aujourd'hui, on a
ce qu'ils appellent le droit à l'avortement qui est constitutionnalisé. S'agissant de l'euthanasie, on a créé un délit d'entrave, alors que la loi n'est pas encore votée, enfin elle n'est votée qu'en première instance, un délit d'entrave à l'aide active à mourir. Hein, c'est-à-dire au suicide assisté, à l'euthanasie, comme ils ont créé il y a quelques années, et même maintenant plus de 30 ans, en 1993, un délit d'entrave à l'IVG, il y a même un délit d'entrave numérique. On est dans la folie pure, c'est-à-dire que c'est vraiment, comme je le disais, Satan qui mène le bal finalement. On institutionnalise le mal, le péché, le vice, la mort. On est vraiment dans une culture de mort, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est absolument effrayant. C'est la promotion de toutes les inversions et de toutes les abominations. Merci à vous, cher Jérôme Bourbon. Comment soutenir Rivarol? Dites-nous, Jérôme, cher Jérôme. Eh bien, il faut soutenir Rivarol en nous lisant, en parlant autour de soi, en s'abonnant, en abonnant éventuellement des tiers, de la famille, des amis, allant des sur le connaissances. site rivarol.com. En allant sur le site rivarol.com, vous aurez tous les renseignements. Et votre mail? jérômebourbon@yahoo.fr, et notre adresse postale, Rivarol, 19 avenue d'Italie, 75 013, Paris. Merci à vous, cher Jérôme Bourbon, pour cette très belle émission. Merci à vous d'avoir été toujours aussi nombreux pour vos commentaires, toujours aussi pertinents. Passez un excellent week-end. On se retrouve samedi prochain avec un auteur, un romancier, Claude Marion. Donc à samedi prochain, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao.